c'est Sharp et moi, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour affronter le froid de ma véranda, mais surtout pour vous faire une vidéo que vous voyez fleurir absolument partout sur le booktube, puisqu'il va s'agir pour moi de vous parler de mes plus belles découvertes littéraires de l'année 2021, pour revenir sur tous ces coups de cœur qui ont émaillé ma vie de lectrice l'année dernière. Donc c'est bien simple, en 2021, j'ai lu 92 romans. Je vous épargne les graphiques parce que je les ai pas comptés, mais il y en a eu entre 25 et 30 à peu près, manga et bande dessinée confondus. Et alors sur ces 92 romans, combien ont été des coups de cœur? Je vous le donne en 1000. Eh bien 11. Donc je vais faire comme je fais tous les ans, c'est-à-dire que je vais vous présenter brièvement chacun de ces 11 livres en vous les présentant sous la forme de l'univers qui m'a le plus marqué, ce personnage qui m'a le plus frappé, voilà, vous voyez un petit peu le genre. Et il n'y a aucun ordre de préférence dans mes coups de cœur. À chaque fois, je compare mes coups de cœur à une maman qui est dans l'incapacité physique, psychologique de choisir un préféré parmi ses enfants. Voilà, bah moi c'est pareil, hein. Je peux pas dire que j'ai plus aimé ce livre que celui-ci. En 2021, j'ai trouvé que le roman que j'ai pu lire, qui possède l'héroïne la plus touchante, la plus marquante, eh bien c'est Pardonne-lui de Jodi Picoult, sorti aux éditions Michel Lafon et qui nous présente le personnage de Sage qui est abîmée par la vie. Abîmée au sens littéral puisqu'elle a eu un accident de voiture, donc elle a le visage absolument ravagé. Elle travaille dans une boulangerie, elle travaille de nuit pour éviter de croiser eh bien, le moins de monde possible. Elle est vraiment bouleversée par ce qui lui est arrivé et sa personnalité s'en ressent. Voilà, elle est très renfermée sur elle, très austère. Et il va y avoir à sa portée un secret de famille qu'elle va mettre à jour parce qu'elle va rencontrer un vieil homme dans sa boulangerie qui va lui faire une étrange demande. Il veut lui demander de l'aider à mourir. Et pour ce faire, il va lui raconter son existence pendant la Seconde Guerre mondiale pour essayer de pencher la balance en sa faveur. Et on va découvrir des choses, mais moi c'est un roman qui m'a énormément marqué. Déjà c'était le premier roman que je lisais de cet auteur, Jodi Picoult, que je ne connaissais que de nom. Ce qui est sûr c'est que ce ne sera pas mon dernier, de toute façon j'en ai un ou deux autres de cet auteur dans ma pile à lire. Et waouh, énormément d'émotions avec ce livre, un contexte historique fort, c'est-à-dire bien documenté, vraiment très solide, immersif, on s'y croyait vraiment, on s'y croyait. L'auteur emploie des mots très durs, très crus, rien ne nous est épargné et puis très régulièrement on revient sur cette héroïne qui m'a tellement bouleversée, tellement, c'est un personnage absolument incroyable, Sage. Elle se retrouve confrontée à un choix vraiment moral, un choix pas facile du tout. Et oui, c'est vraiment l'une des héroïnes qui m'a le plus marquée en 2021, tout simplement. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est la révélation fracassante de la fin du livre. Alors pour le coup, je l'ai senti venir, ça n'a pas été une réelle surprise, mais parce que j'étais à l'affût, je me doutais bien que dans ce genre de livre, il y allait y avoir une fin qui allait me laisser comme deux ronds de flanc. Et arrivé à la moitié du roman, je cherchais déjà de quelle manière l'auteur allait réussir à finir son livre. Et je l'ai pressenti, et même si je l'ai deviné, je n'ai pas été déçue d'avoir deviné parce que c'était vraiment culotté de sa part que de nous avoir proposé cette fin-là. Je pense que Pardonne-lui, c'est vraiment une lecture incontournable pour tous les amateurs du genre du roman historique et en particulier les gens qui s'intéressent de près aux récits qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale. On nous parle de justice, on nous parle de morale, on nous parle de souvenirs. Bref, c'est vraiment, oui, un incontournable et un roman qui m'a fait vibrer, mais du début à la fin. Et voilà, ça a été l'une de mes lectures les plus marquantes de cette année dernière. Allez, je continue comme ça me vient. Et du coup, je vous dirais qu'en 2021, le roman qui, pour moi, a eu le plus de charme, c'est Les Détectives du Yorkshire. Je vous montre le premier tome. Je vous ai parlé récemment du tome 2, puisque le tome 2, je l'ai lu en décembre. J'ai pas eu de coup de cœur pour le tome 2, mais ça a été une excellente lecture qui a frôlé de pas grand chose le coup de cœur. Mais je pense que, on va dire que le premier tome m'a surpris parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Le tome 2 est vraiment dans la continuité du premier, donc l'effet de surprise s'est passé. Mais en tout cas, je vous le dis, je vous range ce livre dans la catégorie du plus charmant, du plus pittoresque,
parce que réellement la petite campagne du Yorkshire c'est quelque chose. On est dans un roman où on a affaire à des campagnards, des agriculteurs, où on a affaire à une petite ville mais tout à fait charmante, tout à fait pittoresque, avec des champs qui sont juste à côté des maisons dans lesquelles il y a des moutons, des tracteurs, bref c'est toute cette ambiance ville mais petit village qui m'a vraiment conquise dès les premières lignes du premier tome. J'ai dévoré avec passion cette petite enquête, puisque c'est un cozy murder, un cozy mystery, donc vous savez c'est ce genre littéraire qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, puisque fleurissent absolument partout plein de nouvelles séries, mais les détectives du Yorkshire c'est un indétrônable. Je pense même que c'est souvent la série qui est le plus citée pour faire partie de ce genre là et qui est vraiment la série préférée de la majorité des lecteurs de Cozy Mystery. On a Delilah et Samson qui sont locataires, qui ont des entreprises différentes. Lui il est détective privé, elle, eh bien, elle anime des petites sessions de speed dating et elle a une agence matrimoniale à son actif. Très régulièrement, ils se retrouvent ensemble pour mener des enquêtes et c'est dynamique, c'est vivant, c'est extrêmement chouette. Il y a toute une galerie de personnages secondaires à rallonge, mais on n'en oublie aucun tellement ils ont tous leur charme. Voilà, c'est vraiment un récit extrêmement pittoresque et j'ai adoré découvrir ce titre en 2021 et j'espère que j'aurai l'occasion en 2022 de lire encore plusieurs tomes de cette saga. Coup de cœur également pour une lecture que j'ai dû effectuer, je pense que c'était au mois de janvier ou février 2021, donc ça commence à remonter un petit peu. Mais je l'ai toujours autant en tête, donc gros coup de cœur pour ce personnage extrêmement complexe et torturé qui est Coriolanus Snow dans le préquel de Hunger Games. J'espère qu'on aura droit au tome 2 là cette année. Chez PKJ en tout cas, j'ai découvert avec passion le premier tome. Il faut savoir que la trilogie Hunger Games de Susan Collins m'avait valu à l'époque un beau coup de cœur. Depuis, j'ai relu plusieurs fois les 3 tomes. Et j'ai visionné pareil à de nombreuses reprises les différents films de la trilogie que j'ai absolument adoré. Et alors quel bonheur de replonger dans cette ambiance là et surtout quel bonheur d'en savoir plus sur ce grand méchant qui lorsqu'il était plus jeune n'était au préalable pas si méchant que ça. Voilà, il a toujours été très carriériste, très ambitieux, très opportuniste également. Mais on a affaire à une personnalité, comme je vous l'ai dit, absolument complexe qui se construit au fil du roman et au fil des contenus qu'il va pouvoir avoir, des expériences qu'il va pouvoir vivre. On découvre ses amitiés, ses histoires d'amour et vraiment, j'ai été absolument passionnée par ce que j'ai lu. J'ai trouvé que ce roman était beaucoup plus mature que la trilogie de Hunger Games. Je suis sûre que si l'auteur décidait de réécrire ces 3 tomes là aujourd'hui en 2022, eh bien, ils seraient bien différents de ceux qu'ils étaient à l'époque parce qu'on sent vraiment que l'auteur a un style qui a changé, qui s'est affirmé, affûté également. Et ça a été voilà, un récit qui m'a prise aux tripes parce que cette personnalité absolument saisissante et incroyable et puis ce premier tome qui se termine d'une façon encore pas possible. Je vais maintenant vous parler de la lecture que j'ai trouvée la plus douce et la plus réconfortante en 2021. Moi je suis une fille qui a besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'être mise dans un cocon de coton tout douillet, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de réconfort, c'est comme ça que fonctionne ma personnalité. Et j'aime ces lectures cosy, ces lectures doudou et il y en a une qui m'a fait vibrer et qui centralise vraiment tout ça, c'est le tome 5 de la série des Hathaway de Lisa Kleypas. Lisa Kleypas c'est une auteure de romances historiques que j'adore, qui m'a fait vibrer avec sa série La Ronde des Saisons qui m'avait valu plusieurs coups de cœur. Et donc là les Hathaway c'est une série de 5 tomes qui est terminée depuis Belle Lurette et sur ces 5 tomes, eh bien j'ai ressenti quand même 3 coups de cœur. C'est pas le genre littéraire le plus représenté dans ma pile à lire, dans mes bibliothèques au sens large, mais quand j'ai un coup de mou, un coup de je me sens pas trop bien, j'ai besoin d'aller mieux, et bah oui, c'est typiquement le genre de lecture dans lequel je vais aller chercher et puiser du réconfort. Ce qui m'a énormément plu dans cette petite romance historique, c'est suivre la plus jeune des sœurs Hathaway, Béatrix, qui est passionnée par la nature, par les petites bestioles à plumes, à poils. C'est un peu la sauvageonne de la famille, celle qui
qui prend sa maison un petit peu pour une SPA, qui recueille tous les animaux abandonnés ou blessés dans la forêt et qui va entretenir une relation épistolaire avec un officier. J'ai aimé cette petite partie épistolaire, j'ai trouvé que eh bien, la narration changeait et se modernisait un peu grâce à ça. Et ah là 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 là, alors on va dire que c'est pas l'histoire d'amour la plus incroyable de tous les temps, mais c'était vraiment ma petite bulle de réconfort de ce début d'année 2021 et j'ai adoré m'y plonger et je n'en suis ressortie qu'à contre-cœur. Alors pour le coup de cœur suivant, j'ai eu du mal à déterminer si j'allais vous le présenter comme étant le livre qui possède les personnages secondaires les plus marquants ou le livre qui possède l'univers le plus immersif. Dans le doute, je mets ces deux adjectifs, ces deux affirmations pour décrire le tome 2 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Alors je sais que ce livre, cette série au sens large, on en entend pas mal parler en ce moment, ce qui est un peu paradoxal parce que c'est quand même une très ancienne série qui est sortie je crois dans les années 80, 90, je me rappelle plus trop, plutôt dans les années 90 parce que j'étais, ouais c'est ça, 96. J'étais encore assez jeune, j'avais même pas 10 ans à l'époque et du coup je vois que c'est Marie qui m'a offert ce tome 2, je ne m'en rappelais plus. Coup de cœur pour le premier tome, coup de cœur pour le deuxième et puis pas de coup de cœur pour le troisième, voilà. Mais en tout cas, c'est une série de fantasy absolument incroyable, immersive comme j'ai pu vous le dire, parce que l'univers est très travaillé, c'est pas on te balance un ou deux duchés, 3-4 personnages, des armes, de la magie et débrouillez-vous ensemble les gars. Non, non, c'est hyper fouillé, on est très axé sur la psychologie des personnages. Il y a ce que j'adore, c'est-à-dire des intrigues de cour avec un roi, avec un prince qui voudrait lui prendre sa place, avec un fou qui est hyper charismatique, avec un maître d'armes vieillissant mais très paternel, bref. On a des relations extrêmement intéressantes entre personnages, une magie un petit peu encore obscure mais qui se dévoile petit à petit. Bref, c'est un récit qui est assez lent, vraiment très narratif et puis qui se tricote un petit peu au fil du temps et qui nous saisit, qui nous prend aux tripes. Et qui est tellement passionnant, tellement intéressant. C'est vraiment en matière de fantasy l'une des meilleures séries de tous les temps que j'ai pu lire. J'ai aussi eu un coup de cœur pour un livre, c'est d'ailleurs mon dernier coup de cœur de l'année dernière. Un livre, on va dire, c'est le livre qui m'a fait le plus réfléchir, le livre qui m'a le plus informé, c'est Le Pavillon des Orphelines de Johanna Goodman. Voilà, j'ai adoré cette lecture qui se passe à Québec. On est dans les années 50 et on a une jeune femme qui va tomber amoureuse de son voisin agriculteur qui tombe enceinte de lui et sa famille l'incite à se débarrasser du bébé et à le faire garder dans un orphelinat. Voilà. Et Maggie va accepter mais de mauvaise grâce et elle ne se pardonnera jamais ce geste et tout le reste de sa vie elle va l'employer à retrouver sa fille puisqu'elle sait au moins qu'elle a une fille, elle a eu le temps de la prénommer Elodie et elle va essayer de retrouver sa fille. Et alors ce qui est très intéressant c'est que au Canada à cette époque là il y a la loi Duplessis qui va s'appliquer et qui va déterminer que les orphelinats vont devenir des institutions psychiatriques plaçant et changeant diamétralement le statut des orphelins en celui de malades mentaux. Donc Elodie, la fille de Maggie, va être cataloguée de malade mentale et va recevoir des traitements physiques, des châtiments corporels, elle va avoir des traitements médicamenteux et voilà, elle va être considérée comme étant folle alors que absolument pas, alors que ce n'est qu'un bébé et après une petite fille. Bref, c'est un ouvrage percutant, qui m'a donné plus d'une fois envie de me fâcher, d'autant plus que ce qui est assez traumatisant, entre guillemets, c'est que l'auteur s'est inspiré d'un fait réel, puisque sa mère a été concernée par tout ça. Et voilà, c'est le genre de fait historique que je ne connaissais absolument pas, mais que je suis très heureuse de découvrir à travers une lecture. Évidemment que c'est romancé, évidemment qu'il y a plein de choses qui n'ont pas réellement eu lieu dans ce roman, mais c'est quand même fondé sur quelque chose de réel et ça m'a permis d'apprendre des choses et c'est ce que j'adore aussi grâce à la lecture. On peut s'échapper, on peut aller dans des contrées qui n'existent pas, mais aussi de temps à autre on peut atterrir les pieds en premier et découvrir des choses horribles qui ont absolument existé et qu'il est quand même super important de connaître si on ne les connaissait pas encore. Voilà, donc beaucoup de cœur pour ce roman-là.
Le roman qui a la plus jolie écriture parmi tous ceux que j'ai pu lire en 2021, c'est indubitablement Anne de Green Gables, donc le magnifique bébé de Lucy Maud Montgomery. Là aussi c'est un roman qui a un certain âge, qui a fait l'objet d'une nouvelle traduction grâce aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Et là, j'essaie de vous retrouver la première année donc, de publication de ce livre. C'est 1908. Voilà, c'est un roman vraiment très ancien. Mais je trouve qu'il n'a pas pris une ride. Vraiment, il n'a pas pris une ride. Et il m'a bluffé. Je savais que j'allais être conquise parce qu'avant de m'y plonger, il y a bon nombre de lectrices que je suis assidûment qui l'ont lu avant moi et qui ont été conquises par cette histoire que je connaissais déjà un petit peu pour avoir suivi la série Anne with an E sur Netflix. Mais je ne m'attendais pas à aimer autant. Et pourtant, ça a été le cas. Je pense quand même que je l'ai plus apprécié en le lisant en 2021 que si je l'avais lu, je sais pas, il y a 10 ans de ça, au hasard. Parce que j'ai eu le temps de me faire un bagage littéraire que je n'avais pas il y a encore 10 ans. Et je n'aurais pas apprécié cette lecture à sa juste valeur, j'en suis mais convaincue. Dans le sens où, pour être tout à fait objective et transparente avec vous, il ne se passe pas énormément de choses dans ce premier tome. On découvre donc Anne, qui est une orpheline, rousse, avec des taches de rousseur et une imagination absolument débordante, qui va être adoptée par Marilla Cuthbert et son frère pour les aider dans les travaux de la ferme, dans les travaux, la gestion quotidienne de la maison, etc. Au départ, ils pensaient adopter un orphelin qui s'est avéré être une orpheline. Ma foi, ils ont fait avec. Donc on découvre cette cohabitation un petit peu hasardeuse, où les uns s'habituent aux autres, où Anne commence à aller à l'école. Et voilà, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Mais j'ai été transportée de la première à la dernière ligne grâce à l'écriture de Lucy Maud Montgomery et surtout grâce à cette magnifique traduction. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle était auparavant, mais celle-ci est vraiment de toute beauté, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de descriptions de paysages. C'est un roman qui est très axé sur la nature. Et voilà, l'auteur pouvait me parler d'un arbre, j'étais là en train de me pâmer derrière mon livre, en train de me dire, oh mon Dieu, mais c'est trop beau ce qui est écrit dans ce livre. Voilà, on voit le défilé des saisons, on voit la nature avec un grand N, et on voit à quel point c'est beau. Et ça, franchement, c'est un tour de force de la part de l'auteur. Elle aurait pu me réciter son bottin téléphonique ou sa liste de courses que j'aurais pris autant de plaisir. Donc c'est ça le talent, voilà. Je pense que c'est facile d'écrire un livre. Par contre, être un écrivain, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et Lucy Maud Montgomery, elle a mis 1000 fois accès à ce titre parce que réellement, elle a un talent que peu d'auteurs ou autrices, hein, si vous êtes tatillon avec ce terme, bref, que peu d'entre eux peuvent se targuer d'avoir. Voilà, c'est vraiment une magicienne des mots et je découvrirai avec plaisir cette année le tome 2. En 2021, le roman qui m'a le plus intriguée parmi toutes mes lectures, c'est le premier tome de la série Les 7 Sœurs. Donc c'est écrit par Lucinda Riley. Il m'a intriguée, pourquoi? Parce que au départ, je n'étais absolument pas intéressée par cette série. Je voulais pas spécialement me procurer le premier tome, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Et puis voilà, j'ai fait mon mouton, je me suis acheté comme tout le monde ou presque le premier tome et je me suis dit allez vas-y, il est sorti en poche, essaye et tu verras. Et ben je peux vous dire que je ne l'ai pas regretté et c'est vraiment un roman que j'ai trouvé très intriguant parce qu'il a une mythologie qui lui est propre. On a un milliardaire qui a adopté aux 4 coins du globe 7 filles qui sont devenues 7 sœurs et à sa mort il a laissé à chacune d'entre elles des coordonnées géographiques pour qu'elles partent à la recherche de leurs origines si elles le souhaitent. Et c'est comme ça que dans le premier tome, on fait connaissance de Maya, qui est l'aînée de la fratrie, et qui va se découvrir des origines brésiliennes. Et donc, on a un récit à double temporalité qui va nous permettre de faire la connaissance de ses ancêtres. Et la partie, en particulier la partie au passé, m'a absolument passionnée parce que moi j'adore voyager et j'adore les livres qui invitent au voyage et je connais très mal la culture brésilienne, la culture de l'Amérique du Sud et j'ai découvert avec passion tout l'aspect de la construction du Corcovedo. Donc vous savez c'est le Christ qui a les deux mains comme ça
au Brésil, à Rio de Janeiro, et j'ai trouvé mais ce récit mais tellement passionnant en fait. Et je suis arrivée à la fin, je me suis dit ce n'est pas possible, c'est fini, je veux lire le tome 2 absolument. Voilà, même si ça allait être tout à fait autre chose sur eh bien, une autre des sœurs dans un tout autre pays avec une toute autre famille, eh bien je voulais pas m'arrêter là. Mais voilà, le fait est que je n'avais pas à l'époque le tome 2 en ma possession. Heureusement que vous avez choisi que je lise cet hiver le tome 2, ce qui m'évitera d'avoir à attendre trop de temps entre la lecture de 2 tomes. Et j'en suis vraiment ravie, mais vraiment c'est l'une de mes lectures les plus marquantes de 2021. Ma lecture la plus addictive de l'année dernière, celle que j'ai eu du mal à lâcher pour aller faire autre chose, celle qui m'appelait sans cesse du coin de l'œil, c'est sans conteste Petit secret grand mensonge de Liane Moriarty. C'était mon deuxième roman de l'auteur, ce sera franchement pas le dernier. J'avais adoré Le secret du mari, ça n'avait pas été un coup de cœur, ça avait été une très très bonne lecture. Mais là, Petit secret grand mensonge, mais j'ai tellement aimé. Oui, c'est hyper addictif parce que... on a une narration qui fait qu'on veut toujours en savoir plus. On sait qu'il y a eu un parent d'élève qui a été retrouvé mort lors d'une fête d'école avec que des parents. Et il y a une enquête qui est mise en place et chaque début de chapitre commence par l'enquête au temps présent où les parents d'élèves sont interrogés les uns après les autres et on apprend qu'un tel et un tel ne pouvaient pas se piffrer, qu'il y a eu friction bien avant la fête entre machines et trucs. Et on est là en mode « Hi, mais alors qui est mort ?» Parce qu'on ne le sait pas qui est mort. On ne sait pas qui est mort et on ne sait surtout pas qui a fait le coup. Et on va revenir comme ça au passé, quelques semaines, quelques mois avant la fête de l'école. Et l'histoire va avancer jusqu'à ce que l'événement ait lieu et qu'on en sache plus. Et c'est un vrai page turner en fait. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est, et je vous l'avais dit lorsque je vous avais présenté ce livre en update lecture, mais je me suis complètement retrouvée là-dedans en tant que maman d'un enfant de maternelle en fait, puisqu'on va suivre principalement 3 femmes qui sont des mamans d'enfants qui font leur première année en maternelle et qui vont être amenées à se côtoyer à la sortie des classes et puis à l'entrée de l'école. Il va y avoir des problèmes de harcèlement, il va y avoir plein de problèmes, de toute façon je ne vais pas tous vous les détailler, mais que de rebondissements, que de retournements de situation et puis à la fin gros choc avec la révélation très tonitruante. Non vraiment ça a été une lecture mais extraordinaire et vraiment la plus addictive de toutes celles que j'ai pu faire l'année dernière. Je vais vous parler du coup de cœur le plus inattendu parce que vraiment j'étais fermement décidée à lire ce livre en 2021 mais j'en attendais rien. Parce que c'est un livre de Laurence Perrin, j'ai lu Miss Cyclone et c'était mon deuxième livre de l'auteur et le premier que j'ai lu c'était L'étrange vie de Zelda Zonk que j'ai pas trop aimé et que pour être honnête avec vous j'ai revendu il y a déjà 2-3 ans de ça, voilà. Et je me suis dit, j'en ai d'autres de Laurence Perrin parce que je sais pas pourquoi, c'est pas de bol si j'ai pas aimé son premier, mais je me sentais appelée à chacune des sorties poche et je me les achète tous en poche, vous voyez, et j'étais là, non mais attends, s'ils me plaisent pas tous, qu'est-ce que je vais faire? Je les ai tous achetés. Donc je me suis dit, il faut que je sache, il faut que je sois fixée, je vais en lire un autre en 2021. Donc voilà, j'ai lu Miss Cyclone, mais vraiment je me suis dit, bon, j'y vais comme ça, mais... Et en réalité, waouh, mais quelle claque, c'est le seul livre, je crois, ne pas me tromper, mais c'est le seul livre de 2021 qui m'a fait pleurer. Voilà. On est à Coney Island, on est dans les années 60, je crois, je ne sais plus trop, attendez, ah non, absolument pas. On est dans les années 80, puis 90. Et c'est l'histoire d'un secret, voilà, c'est l'histoire du dernier été où... nos 2 héroïnes peuvent considérer qu'elles sont encore enfants et elles vont partager toutes les deux un grand secret qui va changer à jamais leur destin, leur vie. Et là, il s'est passé des choses mais tellement fortes dans ce roman, je n'ai tellement rien vu venir, mais je me suis pris des coups dans la tronche, mais je n'ai rien compris. Oh là là, j'adore être embarquée comme ça, pas savoir où je mets les pieds et puis me retrouver vraiment... un peu au pied du mur, et ben voilà, tiens, ça, c'est comme ça, et puis prends-toi ça dans les dents, et pan, et c'est tout. Et j'étais là, d'accord. Non, mais j'ai du mal à vous expliquer, mais vraiment, c'est pas que j'étais traumatisée par ma lecture, mais si, j'étais traumatisée, mais dans le bon sens, en fait. Vraiment, quelle claque. Oh, mon avis est totalement décousu, c'est l'enfer. Mais voilà. On va dire que cette histoire, c'est l'histoire d'une reconstruction. Le message, il est hyper positif de la part de l'auteur parce que même si le récit est dur, en gros, le message à retenir, c'est que dans la vie,
Il n'y a pas qu'une seule vie, il y en a plusieurs. Et c'est à vous de choisir votre destin, c'est à vous de prendre les choses en main et de choisir ce que vous voulez pour vous. Et voilà, il n'y a pas une seule bonne réponse, il n'y a que la réponse que vous choisirez d'adopter pour votre vie. Et dans une vie, voilà, il peut y avoir plusieurs vies. Et ça, c'est un message qui m'a tellement touchée en plein cœur, mais de manière personnelle. C'est en fait le reflet de ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit stop, stop. Et j'ai mis ma vie sur pause et j'ai tout recommencé de A à Z et je ne le regrette. Mais tellement pas, parce que maintenant ma vie, je peux vous dire qu'elle correspond mais à 200% à ce dont j'avais rêvé pour moi. Voilà, dans mes rêves les plus fous, bah, c'était même moins bien que ce que je vis maintenant. Et tout ça parce que voilà, du jour au lendemain, j'ai eu le culot de dire maintenant ça suffit, je veux autre chose, j'aspire à autre chose pour moi-même. Et c'est ça, c'est ça. Enfin, c'est pas du tout une transposition de ma vie ou quoi que ce soit. Hein. Lisez pas ce livre en vous disant je vais tout connaître de la vie d'Emmanuel. Absolument pas, rien à voir. Mais le message, en tout cas, c'est vraiment une application de ça. C'est-à-dire que dans la vie, vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez choisir ce que vous voulez pour vous et ça m'a tellement parlé. Voilà, c'est un livre magnifique et ça a été très certainement le livre, le coup de cœur en tout cas le plus inattendu de cette année dernière. J'aurais pas mis un copec dessus et pourtant j'y ai trouvé absolument tout. Et puis il reste le petit dernier à vous présenter, donc le livre qui pour moi a la construction narrative la plus intéressante, c'est un roman de Virginie Grimaldi, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. J'ai adoré ce livre, c'était mon 3e Virginie Grimaldi. J'ai également adoré celui d'avant, le Tu comprendras quand tu seras plus grande, qui a été aussi un coup de cœur en 2020 cette fois. Au contraire du tout premier qui n'a pas été un coup de cœur, qui a été plutôt un gros moi bof, qui était... Je m'en rappelle plus. Je n'ai plus le titre en tête. C'était une croisière sur un bateau d'une femme qui voulait changer sa vie. C'était le premier jour du reste de ma vie. Voilà. J'ai adoré la construction de ce récit. C'est un récit qui est très dur parce que c'est un récit d'un couple qui se sépare. Et cette séparation tombe comme un coup de massue en fait sur les épaules de la femme. Et en plus de ça, c'est dur parce que tous les deux, ils ont un petit enfant en bas âge. Donc c'est encore plus... voilà. Et c'est intéressant aussi parce que la femme va envoyer une série de lettres à son mari pour essayer de rallumer la flamme et de lui expliquer pour quelles raisons il faut qu'ils restent ensemble, pour quelles raisons ils doivent se rabibocher en évoquant des souvenirs communs, des souvenirs les plus lointains aux souvenirs les plus récents. Et on a une succession de souvenirs comme ça avec à chaque fois des petites coupures pour revenir au temps présent. Et j'ai adoré parce que je ne m'attendais pas à cette construction-là. Et quand j'ai cru que c'était fini, attention, c'est pas fini du tout. Parce que le mari se met à faire la même chose, à envoyer des lettres à sa femme, avec sa vision des choses à lui, avec des souvenirs communs à lui. Et là, mais on se rend compte qu'il y a vraiment 2 points de vue différents. Et que la femme a occulté mais plein de choses qui sont pourtant mais tellement importantes. Tu te dis mais comment t'as pas pu parler de ça, comment... Bref, et oh là, alors là c'est pareil, hein, l'auteur elle m'a menée dans des trucs. Mais Virginie Grimaldi a un talent incroyable pour ça, c'est te faire passer du rire aux larmes. Je crois pas avoir pleuré en lisant ce livre, mais vraiment il y a des moments où j'étais pas bien. C'est un roman qui est moderne et qui parle de sujets très forts. Là aussi, l'auteur est très doué pour ça. Parler de choses qui fâchent. Et quel livre incroyable, quel retournement de situation de dingue. Bref, là aussi, une lecture ô combien marquante. Ça y est, j'ai terminé de vous présenter mes 11 coups de cœur littéraires de 2021. Il y en a vraiment pour tous les goûts. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces 11 livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez eu... des coups de cœur l'année dernière. Alors peut-être me les listez pas tous parce que si vous en avez eu autant que moi, ben, on va plus s'en sortir, mais peut-être listez-moi je sais pas, 2 ou 3 lectures qui vous ont énormément marqué et qui pourraient potentiellement m'intéresser, qui pourraient potentiellement être dans ce que je recherche comme type de lecture. Ça m'intéresse énormément. J'aimerais beaucoup que vous agrandissiez comme ça un petit peu ma wishlist avec vos recommandations et vos propres coups de cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées de lecture. Vraiment, tous les
livres que j'ai lus là en 2021 et dont je viens de vous parler, je vous les recommande mais 1000 fois, je vous les recommande les yeux fermés. Si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi, si vous avez déjà lu sur mes recommandations certains livres qui vous ont énormément plu, qui vous ont beaucoup parlé, et bien vraiment foncez, foncez, foncez. Achetez-les-vous, procurez-les-vous en médiathèque, peu importe, mais pour moi ce sont vraiment des valeurs sûres. Ce sont des livres qui ont été très intenses pour moi et qui m'ont procuré beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Voilà, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!